Bonsoir, nous sommes à la Bastringue et nous allons être là tout l'été. Nous vous invitons à nous proposer des projets originaux qu'on pourrait faire ici. Donc des soirées poésie, jam, art slam et des peintures en direct qu'on fera, nous. Alors si vous vous êtes intéressé à faire du slam ou quelque chose d'intéressant à la Bastringue, présentez-nous, contactez-nous, ça va être super facile. Contactez-nous, on va vous faire travailler. Et on passe le chapeau après, donc l'argent va aller aux artistes, 100%. Et puis, voilà. Alors, au plaisir de travailler avec vous et au plaisir de vous voir à la Bastringue au 1335 Beaubien-Est. J'aimerais attirer votre attention. Alors, je m'appelle François Bellin, vous me connaissez, la plupart. J'organise une soirée de lecture de poèmes ce soir, ici, à la Bastringue. Et je vais briser la glace. J'ai mes poèmes ici qui sont exposés. Poèmes encadrés ici, d'autres qui sont encadrés. Alors, le sens de ma démarche ici, c'est de valoriser beaucoup, de ressusciter la poésie de la Renaissance, la pensée de la Renaissance en littérature, en poésie, en sciences, toutes les choses qui ont contribué à donner la civilisation dans laquelle on vit ici, aujourd'hui, même si c'est pas toujours reconnu. Alors je vais commencer par un poème ici, qui est exposé, Les Malheurs. C'est là, il est là, c'est ça. Ouais. Voici. Et Malheur. Ô nuit, voile des cieux étronnant à leur cime, comme sur un tombeau, Aurore et le soleil en leur flambeau sublime te vaincront de nouveau. Se viendront avec eux les grâces et les heures, enseigner aux mortels le devoir des palais, des modestes demeures et des divins hôtels. Donc avance,
Donc avance vers nous, maîtresse de céphale, décocher tes traits d'or. Sur l'horizon répand la lumière aurorale de ton splendide essor. Enfin voici Phébus qui te suit. Il accède au portique des cieux. Son orbe flamboyant se lève et te succède dans son char glorieux. Quand l'éclat de midi rayonne en son visage au trône de l'azur, il fait rouler son feu de l'Indus jusqu'au Tage par l'éclat le plus pur. Bacchus joue sa lyre à des grappes mûries en des accents ailés, et Cérès, grâce à lui, revêtant les prairies, est la reine des blés. Ainsi l'aube se veut très excellent exemple au réveil de l'amour. Celui devrait savoir qui toujours la contemple, l'imiter chaque jour. Destin le martyr, à voir mourir chaque jour la raison, à ne trouver partout que trahison, et des douleurs voir s'accroître l'empire. Combien mon sang, par métier de satire, s'échauffe et peine, usant fort sa maison. Mais de ces temps, fait de ma vie écourter la saison, mais de ces temps les maudits en sont rire. Tant de folies, égarées et sans loi, lâches, sans grâce, où mensonge est seul roi, où le berceau au cercueil se ressemble. Un autre sonnet se retourna de vers le ciel, afin que Dieu, comme un doux miel, un baume mit dessus sa plaie. Ici une chanson à Phyllis. Il est ici. Regardez. Notez bien chanson à Phyllis, non pas à syphilis. C'est une blague. Je suis ému de vous dire, bel amour, que j'ai subi votre empire à mon tour. Vous avez su faire esclave moultamment, qu'ils fussent lâches ou braves et galants. Vos beautés je ne dénombre et ne suis qu'un feu brûlant dans l'ombre de minuit. Nuit n'étant point de ténèbres par vos yeux, comme elle serait funèbre sans issue. Mais voilà, j'ai cette crainte, de ce quoi vous n'ayez qu'une âme éteinte envers moi. Vous rêvez d'amour célestes et réglés, mais dédites par des gestes vous parlez. Lorsque de vous je m'approche très épris, votre cœur se devient roche et mépris. Vous m'inventez insolente, sans rivaux, et faites que j'en ressente mille mots. Quand de Vénus l'attelage, bien que doux, me fait sentir le dommage de vos coups, j'en emporte les alarmes dans les bois. Lorsque seul parmi mes larmes, je m'assois. Ô Sylvains et vous, dryades, connaissez qu'amour fait des myriades de blessés, que ces roses non pétales qu'aiguillons, fourbes épines fatales et barbillons. Phyllis sort de sa cambrure tant d'appât, causant telle forfaiture et dégâts, que le titre de cruel n'est en rien une trop forte libelle au nom sien. Et pourtant, je ploie et cède au pouvoir pour qu'elle n'ait de remède ni d'espoir. En amoureux, je persiste, ô beauté, ô Phyllis, vous devoir triste loyauté. Cet épigramme-là était destiné à un passant qui me prêchait, un passant sur la rue qui me prêchait sur la liberté absolue. Il était libre, il était libre. Il y a la liberté absolue, cosmique, universelle. Alors j'ai dit, ah oui? Il commence à me parler de sa liberté. J'ai rédigé ce poème-là là-dessus. Très honorable en très douce licence est aujourd'hui le débauché. Lorsqu'en le vice il fait labeur immense, disant qu'il n'a point de péché. Mais de vouloir dire qu'il n'a de culte est trop malhonnête argument. C'est lui-même qui le trompe et qui l'insulte en un pareil aveuglement. Donc, monsieur avait pas de culte, il y en avait un dans le fond. Il y avait une religion qui avait un dieu, c'était la débauche. Heureusement pour lui. Ce poème-ci est destiné, qui est encore un sonnet, est destiné à une fille que j'ai aimée et que j'aime peut-être encore. Qui sait?
De tes doux traits, de ta beauté sans phare, je veux Cloris en donner la peinture, et n'oublier rien de ce que nature a réussi de chef-d'œuvre en son art. Pieds, hanches, buste et visage au regard font révéler la plus digne sculpture. Roses et lys en cette portraiture, un coloris qui jamais ne départ. Le haut chignon se devient ta couronne, et celui-là de Vénus en personne possède moins de son divin appât. Et pour finir, tes beaux yeux, ces deux astres, jumeaux soleil, flamme de mes désastres, qui m'aveuglant font chanceler mes pas. Qui apparaît dans un autre soleil. Les amoureux, peuple fort misérable, ont leur patrie en la naïveté. L'illusion leur est une cité, et le mensonge un taudis confortable. Leur belle foi ne se veut qu'une fable, et les ennuis leur seul bien hérité. Ils n'y voient rien que la félicité, aveugle sourd au bonheur véritable. Mais le remède au cœur ivre d'amour, cœur aveuglé par l'éclat d'un faux jour, c'est un rocher qui se met en sa place. C'est la muraille avec ses créneaux. C'est une tour que cerneront les eaux, rendant le trait lancé inefficace. Voilà. J'invite Pierre Martin, qui est un poète invité, ce soir, parmi nous, à venir déclamer de sa poésie. Oui. On accueille Pierre Martin. Pierre Martin. Okay. Alors, moi, j'ai fait un petit laïus spécialement pour la soirée, pour expliquer un peu ma façon de voir la poésie et l'art en général, et ma démarche personnelle par rapport à tout ça. C'est juste de bien comprendre. C'est un peu, bon, peut-être ça va vous paraître un peu obscur, je ne sais pas, mais je vais quand même essayer. L'art poétique. Je me souviens un jour être tombé sur une définition très succincte de la musique. La musique est l'art des sons, affirmait-on péremptoirement. Dans le même ordre d'idée, pourrait-on dire de la poésie qu'elle est l'art des mots. Dans notre siècle relativiste et approximatif, on me rétorquera que l'on trouve de la poésie partout. Dans une fleur, un coucher de soleil, une mer démontée, etc. Ah, mais prenez le contenant pour le contenu, la forme pour l'essence. Car ce n'est pas la fleur ou le ciel qui sont poétiques, mais leur contenu sémantique. Et si ce contenu sémantique n'éveille pas en vous une résonance, un dialogue intérieur, la poésie sera inopérante. Il en est de même pour toute expérience poétique. La poésie se trouve donc au-delà de la forme, demanderez-vous. Pas tout à fait, puisque la forme et le sens sont indissociables, du moins dans notre monde sensuel. C'est d'ailleurs pourquoi toute forme d'art s'adresse d'abord au sens pour communiquer le sens. Or, de nos jours, l'art poétique, entre autres, a cette fâcheuse tendance à rejeter la forme au profit d'une liberté d'expression qui désormais impose sa dictature. En effet, c'est désormais bravade d'écrire en alexandrin. Du coup, cela devient éminemment subversif, et nous ne sommes que quelques rares individus à se le permettre encore. Mais, j'en suis persuadé, cela changera quand on se lassera de toutes les inepties qui s'affichent sans la moindre gêne, avec la prétention suprême de faire iconoclaste, voire génial, alors que bien souvent, ce n'est que l'invention, que l'ignorance. Personnellement, je me délecte autant des vers libres que des formes plus classiques,
du moment que je sens une bonne maîtrise de la plume, autant que du plaisir. Mais je dois admettre que la forme imposée ajoute à l'effort récompensé par une sorte de grâce qui vient vous frapper de temps à autre, que l'on appelle l'inspiration, et qui rend facile le plus difficile des arts, vous laissant dans une satisfaction béate, chose que je n'ai guère ressentie en pratiquant le vers libre. L'art traditionnel s'accomplissait au prix d'un long apprentissage, et uniquement quelques privilégiés parvenaient à une parfaite maîtrise de leur médium. Cela nous a donné, tant en musique qu'en peinture et en poésie, des trésors inestimables qui traversent le temps. Par une prétention aussi infondée que déraisonnable, on a jeté aux orties des siècles de savoir-faire, de raffinement et de sensibilité. Toujours au nom de la libre expression. Ce dernier argument est très important pour moi, parlant de sensibilité. Car n'est-ce pas une des fonctions importantes de l'art d'éveiller les sensibilités? Surtout dans un monde de plus en plus technologique, productiviste, si propre à nous déshumaniser. L'art est long, disait-on autrefois. Dans un monde de plus en plus pressé, il y a de moins en moins de place pour cette forme d'art. Pour moi, il existe deux formes de poésie. L'une est sacrée, l'autre profane. Quand je dis sacré, je ne fais pas référence à une quelconque adhésion à une croyance religieuse, ni à une profession de foi en un Dieu particulier, mais plutôt à l'idée qu'il y avait bel et bien un principe transcendant, un principe qui nous pousse à une sorte de quête exigeante, une quête impossible et pourtant nécessaire, une certaine idée de la perfection, tant dans la forme que dans le contenu. C'est pourquoi j'ai toujours un peu de difficulté devant cette tendance à démocratiser l'art au possible. Certes, l'idée de permettre à tous et à chacun de s'exprimer et de développer sa créativité est fort louable et très à propos. Non seulement cela est-il thérapeutique et libérateur, mais chacun possédant des trésors en son fort, cela ne peut qu'enrichir l'expérience humaine. Donc, tous les domaines de l'art devraient être accessibles à tous, sans distinction d'attitude, ni d'assiduité, etc. Cependant, je reviens à cette idée de quête dont je parlais. Une quête de la connaissance qui passe par la beauté, l'harmonie des formes, telle qu'on le retrouve dans la nature, connaissance, devrais-je dire reconnaissance des artistes. Car la beauté, l'harmonie, comme les chants d'ailleurs, font partie d'une syntaxe universelle. C'est le fameux logos des Grecs. Tout est syntaxe dans une forêt de symboles qui n'attendent qu'à être déchiffrés. Pour moi, la poésie a été la voie royale qui m'amena à cette découverte. Et j'ose dire, quelque part, que tous nos... Voilà. Alors, sur ce, je vais vous lire quelques sonnets. Le premier. Un sonnet, c'est un poème formé de 2 quatrains et de 2 tercets. Toujours en alexandrin. J'entends que le bel âge est agréable à l'homme. Quand ces jours très nombreux s'achèvent doucement, alors que son esprit prend chaque événement, et le jour avec soin pour en tirer la somme. Pourtant, l'art de vieillir est un art qui se nomme, moins par quelque addition que par renoncement, et qui ne sait mourir au désir véhément, s'en retourne au tombeau comme bête de somme. Qu'est-ce donc ce mirage enjoncé dans notre âme,
qui nous pousse à vouloir survivre à notre mort, quand vivre m'apparaît déjà un bel effort. Acceptons sans aigreur que s'éteigne la flamme, et vivons chaque jour en gardant en son fort que le temps qui s'écoule est notre seul trésor. À tendreté. Mon cœur a tendreté d'un fruit, que moindre coup porté malmène. Aussi voit-il, dessous sa gaine, 1000 trouées reçues d'autrui. Ce pauvre cœur sanguinolent survivra-t-il à sa tristesse? Et qui voudra, tendre maîtresse, ragaillardir ses jours dolents? Mais cœur blessé, nul n'a guéri. Lors, tel un fruit que ver infeste, sa chair flétrie n'est plus digeste, tels ses amours par trop péris. Mon cœur a tendreté d'un fruit, que moindre coup porté malmène, 1000 trouées reçues d'autrui, font qu'à l'amour il se refrène. Fleur fragile. La poésie est fleur, si frêle et raffinée, que moindre contretemps la voit déjà fanée. Trop d'ardeur la défleure, ainsi que la tiédeur. La gloire et la misère en excès sont frères. Pour qui la veut cueillir, elle offre son épine, encore plus acérée que cette lame fine, qu'amour se plaît à mettre en mon cœur trop aimant, qui veut de l'idéal à souffrir bêtement. Pour l'avoir convoité au mépris de mon âme, pour l'avoir préféré au monde et sa réclame, je pâtis désormais mes amours endeuillés. Trop d'efforts consentis ont défloré ma plume, je n'ai pour m'enivrer qu'un bouquet d'amertume, et mes espoirs sont morts, un à l'un effeuillé. J'ai écrit il y a fort longtemps, je pense que j'avais autour de 18 ans quand je l'ai écrit. Évidemment, je l'ai retravaillé un petit peu, là. Il n'était pas tout à fait aussi bien tourné à cet âge-là, mais l'essentiel était là. Bon, ok. J'ai un peu de misère à lire. La lumière, hein? Ouais. De lumière. Parfum de liberté. Du soleil et du vent, j'ai $2 en poche. Rien à faire aujourd'hui, sauf me laisser aimer. Du soleil et du vent, la liberté est proche. Dans un jargon des fleurs, j'entends son nom clamer. Des refrains plein mon sac, je vais par la cité, en défendant la rose assaillie par la ronce. Parmi ceux qui se font chercheurs de vérité, je vais tout droit devant, jamais je ne renonce. Bonjour, joli jupon, je vais à la fontaine. Laissons là mon lutrin, le temps que je t'enlace, car l'été est si court et la jeunesse passe. Du soleil et du vent, je pars en prétentaine. L'amour est si volage, il est toujours en chasse. Du soleil et du vent, je ne tiens plus en place. Courir la prétentaine, si bien que ça va, c'est juste aller au gré de sa fantaisie, sans but, aller de ci, de là, comme dirait Maître Rimbaud. Voilà, je pense que... Un autre. Un dernier. Hein? C'est ça. Vous l'avez fait? Ça y est.
François. Nouvelle Orphée. Ô ma lyre alanguie, remue-toi sans férir, tends tes cordes dorées pour un sommet sublime, pendant que l'avenir s'apparente à l'abîme et que l'homme s'entête à vouloir tout flétrir. Que ton ode s'élève au-dessus la clameur, le millier de Néronte en la nouvelle Rome, qui tout anse décidant du sort d'un milliard d'hommes, comme l'ancien César joue au mauvais rimeur. Va chanter mon renom au préau des enfers, rends-toi maître du lieu, chasse-y le cerbère, et ramène l'amour hors des feux délétères. Car je tiens au Malir un orgueil bel et fort, par tes soins magiciens être un nouvel Orphée, m'échappant des enfers, sévissant en mon fort. Merci de votre attention. C'est un public qui est... C'est facile, là. Bon. Alors, c'est une ode. L'ode vient du grec qui signifie chant. Aedo. Oede, dépendant des régions de la Grèce, ça dit je chante. Une ode à la sagesse méconnue ou à une sagesse méconnue. Les caprices de la fortune font la guerre à notre raison. Quand l'on en garderait rancune, il ne serait de guérison. Il faut connaître la science d'adoucir les lois du destin. Tracer avec grande patience dans la tempête un sûr chemin. C'est une vaillance sereine qui, par précise équation, des malheurs affaiblit la peine, la change en élévation. D'essence à soi-même sa loue, celui qui d'un art sans pareil fait de l'or avec la boue et du brouillard tire un soleil. Avec pause. OK. 1, 2, 3, 4. Go. Moi, c'est Marcel Thériault, Alexandra Poilard. On est les exposants Ce mois-ci à la Bastringue. ce mois-ci. Et peut-être plus qu'un mois, là, très mal. 4 mois peut-être. 3 mois. Tout l'été. Donc, on expose ici, on va changer les thématiques aussi. On a décidé ça un peu. Si vous achetez une de nos toiles, vous allez très côtoyer dans toute la ville. Et ça va être très bon pour votre appartement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qui vous a mené à ce processus, non? Pardon? Qu'est-ce qui vous a mené à un processus de Moi, moi, c'est du symbolisme surréaliste qui évolue comme de cette façon-là, des volcans. Et ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait 30 ans. Okay. Moi, j'ai commencé ma carrière en 2009 à l'usine Sans Issue en tant que bénévole galeriste. Et puis, j'ai été aussi dans le DH dernière heure, des interviews un peu partout, dans le City Life. Je fais des films avec Toli qui est là. Alors, si vous voulez vous regarder les films, c'est sur vidéo YouTube. YouTube. C'est une carte lui, à faire. Apostoli, on fait des Peut-être films. une actrice. Je suis une actrice aussi. Je fais... moi, c'est un peu viscéral, on pourrait dire. C'est très bon. Viscéral. Donc, c'est tout, un peu éclectique. Et puis... et on se marie bientôt aussi. Non. Oui. Alors,